Bonjour à tous, nous sommes le 3 février 2026. C'est une émission un petit peu particulière en ce sens que ça sera la dernière de toute cette série, une petite centaine quand même, parce que j'ai décidé d'arrêter pour des raisons personnelles. Je pense avoir fait mon devoir et avoir mérité de la patrie et me replier sur moi-même pour ce que je crains n'être que quelques dizaines de mois si on croit à l'agenda 2030 de nos ennemis. Voilà pour moi. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont témoigné. Elles ont eu le courage de témoigner, au visage découvert ou pas. Elles ont eu le courage parce que de toute façon, elles étaient identifiées par leur bourreau. Un certain nombre de personnes n'ont pas témoigné. Je songe par exemple à Hustler, pour des raisons qu'il regarde et il fait déjà un très gros travail. J'ai Ça me paraît assez logique de sa part de ne pas l'avoir fait. C'est valable également pour d'autres personnes. Mon ami Fabrice avait fait une toute petite interview au tout début, mais il est tellement attaqué et agressé que nous formons un tandem de défense et un gros procès qui attend toute cette sale bande dans la zone de Liège-Verviers en Belgique. Euh, que dire d'autre? Donc, ce sont des remerciements au courage de ces personnes qui ont témoigné. Je dois avouer que j'ai un certain mépris pour des personnes qui n'ont pas voulu témoigner, en s'imaginant qu'ils passeraient entre les gouttes. Ces processus de harcèlement et d'armes à énergie dirigées toucheront tout le monde dans un avenir assez proche. Donc, comme je le dis et je le répète, nous avons le choix de mourir debout ou de mourir à genoux. Certains ont choisi de mourir à genoux, c'est leur affaire. Je ne suis pas forcé de trouver ça particulièrement élevé moralement, et je le dis très clairement, parce qu'on compte sur les autres pour prendre des risques. Bien. Je voudrais, sur une note plus positive, d'abord saluer la mémoire de mon ami Georges Perse, qui a été probablement tué par la bande. Je voudrais remercier également Fabrice, avec lequel, comme je viens de le dire, je forme un tandem ici en Belgique, pour lequel nous prenons pas mal, je veux dire, même pas de risques, nous prenons pas mal de coups, surtout lui. Je voudrais remercier également mon ami Franck, qui est un soutien euh, indéfectible, à la fois matériel, intellectuel, mais surtout un soutien de pair, P-A-I-R. Je voudrais également souligner que certaines personnes ne souhaitent pas apparaître et ne sont pas apparues parce que j'ai refusé quelques interviews pour protéger ces personnes. Et Natacha, que nous recevrons aujourd'hui, je l'ai, je lui ai demandé de bien réfléchir avant de témoigner parce que je ne tiens pas à ce que ces interviews passent pour une mise en danger des victimes. Elles ne sont pas là pour ça. Elles se mettent en danger en témoignant, mais c'est donc un choix parfaitement clair et sain. Je voudrais remercier également mon ami Bernard qui assure ce qu'on appelait quand j'étais petit la mise en onde de ces émissions, puisque la partie technique, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Et que tous ceux que j'ai oubliés, peut-être je vais évoquer Mika, que je remercie pour le cadeau très touchant qu'il m'a fait, et que toutes les autres personnes que je ne cite pas ici me pardonnent, elles ont mon affection. Bien entendu, dans cette série, j'ai eu droit à une mythomane, une impossible à gérer, un paranoïaque, un dingue carrément, qui avait pourtant un discours très construit et très plausible. Je crois qu'il est vraiment un individu ciblé aussi. Ça n'empêche pas d'être absolument ingérable. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, bah, j'ai cité Mo, qui est sataniste les jours pairs et catholique les jours impairs.
Voilà un petit peu mon voyage de 2 ans et demi dans l'univers des individus ciblés, univers que j'ai rejoint évidemment de l'intérieur. C'était tout à fait inévitable. Je pense que le but, la raison pour laquelle on m'a laissé faire cette centaine d'interviews était double. Je pense que je présente une cible intéressante de par ma formation. Je pense également que les individus d'en face sont intéressés d'avoir un retour sur leurs actions criminelles. Je ne vois pas d'autre explication à ma survie. Donc si je venais à disparaître, on pourrait se demander si c'est toujours dans des conditions naturelles. Je pense également que les 2 attaques dont j'ai été victime avaient pour but essentiellement de me dézinguer le cerveau, ce qui aurait ruiné la crédibilité de toutes les personnes qui auraient participé à ces interviews. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je répète que je me pardonne tous ceux que j'aurais oubliés. Je leur donne toute mon affection. Et c'est une affection que je donne aujourd'hui de manière, je dirais, finale à Natacha. Natacha, donc, puisque maintenant nous allons passer à votre cas, vous êtes né en Mhm. 1992 à La Réunion ou à Madagascar, je ne sais plus trop, mais peu importe. Et vous aurez déjà une vie un petit peu particulière dans cette zone géographique, puis vous allez circuler un peu dans le monde et vous allez arriver en France, dans une région qu'on ne citera pas trop précisément, mais qui est vraiment dans le nord de la France, ou nord-est peut-être. Et là, vous allez tomber, si j'ose dire, dans un milieu qui va devenir un petit peu un milieu familial ou parafamilial, dont nous pensons, vous et moi, faute d'une autre explication, qu'il sera responsable de l'indubitable harcèlement en réseau dont vous nous parlerez et des armes à énergie dirigée. Parlerons également de l'aspect psychotronique de ces armes à votre égard, puisque vous avez une capacité, on dira extralucide, j'utilise ce terme comme ça, ou de canal, hein, j'ai déjà reçu d'autres victimes qui avaient ces capacités extrasensorielles qui sont recherchées par les gens d'en face et qui servent aussi à vous défendre. Voilà, je ne sais pas si d'emblée vous avez quelque chose à corriger ou à rajouter à ce long prologue. D'abord, je souhaite vous dire, parce qu'à un moment donné, quand vous avez fait votre prologue, euh, on vous entendait plus pendant quelques secondes, si jamais. Voilà. Il y avait plus de son. Enfin, en tout cas, moi, je vous entendais plus. Et puis, bah, le- la présentation, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas de preuve qui est derrière les attaques que je subis. Je n'ai pas de preuves. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment nommer quelqu'un. Mais j'ai quand même des gros soupçons. Voilà. J'ai des gros soupçons et il y a quand même des gens qui se dessinent dans cette fumée de soupçons aujourd'hui et qui se dessine avec beaucoup de précision et voilà. Mais je ne peux pas dire de manière définitive, même si quand même il y a quelques éléments qui me poussent à y croire voilà, Nous il n'allons s'agit de ces pas, gens-là. nous ne sommes pas ici dans un, Dieu merci, dans un commissariat. On sait à quel point j'adore les flics. Euh, non, on est ici simplement pour établir des synchronicités de temps, de lieu Voilà. et d'action. Et c'est ce que nous allons faire. Donc peut-être vous pouvez nous parler rapidement de votre enfance dans la zone Réunion et Madagascar, puis nous passerons à l'autre partie. Je vous parie de pardonner, ma voix est un peu virée. Vous savez quoi, votre voix, c'est la même voix que j'ai quand je fais des tirages. Des fois, je fais des tirages et que je poste sur TikTok. Et au moment où je parle, j'ai plus de voix. J'ai la voix qui part. J'ai l'impression de
Bref, donc oui, je suis née à Madagascar et donc j'étais déjà très harcelée quand j'étais enfant, en fait. J'étais énormément harcelée. Et, et à l'époque, enfin, j'étais une enfant, donc il y a des choses que j'ai jamais dites, que j'ai gardées pour moi, mais j'ai vécu énormément de harcèlement. Par exemple, Euh, je me souviens d'une fois où je faisais un pyjama party chez moi. J'avais invité une amie, parce que voilà. Donc, on devait faire un pyjama party, une soirée, dormir, rien de, voilà. Et je me souviens que cette nuit-là, pourtant, j'habitais dans une maison à l'époque à Madagascar. La maison était bien fermée. On avait un muret autour de la maison, donc un portail. Enfin, voilà. A priori, on était en sécurité. Et donc, cette nuit-là, il y avait quelqu'un dans la cour qui s'est amusé à nous traumatiser. C'est-à-dire que cette personne a tambouriné sur les murs, a tambouriné sur les fenêtres, a tambouriné sur les portes, mais vraiment de toutes ses forces. Et cette nuit-là, j'ai cru qu'on allait mourir. On était toutes les deux serrées l'une contre l'autre, en train de mourir de peur, claquer des dents de peur. Clairement, on était terrifiés. Donc, dès l'enfance, j'ai aussi cette capacité extra-lucide, c'est que je sens les choses énormément. Je sais, même si j'entends pas de bruit, qu'il y a une présence dans ma cour. Je sais, enfin, j'étais bombardée d'images aussi, d'images d'horreur en fait, quand j'étais enfant. Donc, j'étais tout le temps dans la peur, surtout la nuit. Dès qu'il faisait la nuit tomber, j'étais pas sereine, j'étais tout le temps angoissée. Et à tel point que je ne pouvais pas être dans le noir. Il fallait absolument mettre une lumière avec, sinon c'était pas possible. Et il fallait que je dorme avec quelqu'un. Et c'était impossible pour moi de dormir seule. Voilà. Donc on peut déjà parler d'un encadrement de harcèlement quand vous étiez petite. Je pense que vos facultés Alors, extra-lucides, bon, ça fera sourire certains de ce que j'appelle les esprits forts et cartésiens, mais non, ne sont pas pour rien dans les problèmes que vous aurez après, parce qu'il y a eu quand même plusieurs témoins, des femmes, capables je dirais, de vision paranormale ou extra-lucide, comme on voudra. j'ai juste une parenthèse que je pense qui est quand même très important. Un élément qui est très important à citer, c'est que j'ai été portée disparue. Je devais avoir peut-être 11 ans. À l'époque, j'étais portée disparue avec deux autres filles de ma famille. On était portées disparues pendant plus de 24 heures. À cette époque-là, comme j'habitais à Madagascar, on était à la campagne, si je puis dire. Et bien sûr, à la campagne, il y a énormément de forêts, etc. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, le chemin était clair. Il y a une route. On avait qu'à suivre cette route. Mais à un moment donné, on s'est perdu. On s'est perdu. Impossible de retrouver notre chemin. On s'est noir. On était trois filles du même âge à peu près. D'ailleurs, ma cousine, elle s'en souvient très bien aujourd'hui. Ça nous a marqué à vie. Elle habite à Strasbourg. Et voilà, des fois, on en parle encore. Mais voilà, on a été porté disparu. Et heureusement, enfin, j'ai quand même cette capacité extra-lucide m'a aidée à ce moment-là parce que je nous ai sauvés quelque part. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand on marchait, on a marché toute la journée. Alors, c'était vraiment affreux. Et on a croisé trois jeunes hommes. Bizarrement, trois jeunes hommes. On était trois filles et on a croisé trois jeunes hommes. Et donc, ces jeunes hommes-là nous ont dit, venez avec nous, on va vous héberger le temps que vous trouvez une solution. Et donc, mes deux autres cousines, entre guillemets, étaient tout de suite d'accord. Hein. Elles étaient tout de suite OK, OK, à fond. Super, on a trouvé une solution. Sauf que moi,
j'ai vu dans ces hommes quelque chose de pas net du tout. Et j'ai su à ce moment-là qu'il allait nous arriver quelque chose de grave. Et donc, je me suis mise à courir de toutes mes forces. Je me suis enfouie. Et mes cousines, elles ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce que tu fais? Reviens. Moi, j'ai couru sans me retourner. Et donc, elles étaient obligées de me suivre. Donc, elles ont couru derrière moi. Et c'est comme ça qu'on est sorti de cet endroit. Et voilà. Donc, quelque part, si on a survécu, je pense, c'est parce que j'ai eu cet instinct-là de fuir. Oui, c'est très important ce que Mais vous plus dites. tard, on a Oui, été retrouvés. oui, oui. Donc, c'est important parce que ça signe de nouveau votre capacité de voyance. Euh, Ça, c'est pour Madagascar et La Réunion. Est-ce que vous avez dans cette Oui. zone-là d'autres souvenirs qui pourraient influer sur ce qui va vous arriver après? À La Réunion, euh, le harcèlement, si vous voulez, a pris une autre forme. C'est que j'ai atterri dans une famille très religieuse. Et, et donc, comment dire, j'étais contre mon gré obligée de suivre cette bourrage de crâne, ce lavage de cerveau. Voilà. Donc, pour moi, le harcèlement a pris cette forme-là. Et c'était très, 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 très difficile à vivre. Est-ce que c'est aussi là que vous avez subi des attouchements? Alors ça, c'était à Madagascar aussi. Quand j'habitais pas loin de mon école. J'étais dans un lycée français, d'accord? Et donc j'allais à l'école à pied parce que voilà, c'était pas loin, mais pas. Et moi, ça me plaisait de marcher. Et puis je me souviens, alors ça, c'est quelque chose de vraiment très très étrange et que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Je marche comme ça dans le chemin. J'étais petite, très petite. Je suis toujours très petite. Et donc, quand je marche, eh ben, je regarde mon chemin vers le bas. Et, et à plusieurs reprises, au moins une dizaine de fois, je croisais cet homme-là, un homme sombrement habillé. C'est tout ce que je me souviens de lui. Et en fait, je le voyais jamais venir, cet homme. Et c'est vraiment très étrange. Je le voyais jamais venir. C'est seulement au moment où il arrivait face à moi que je me rendais compte qu'il y avait quelqu'un. Et à ce moment-là, lui, il s'empressait de poser sa main sur mes parties intimes et puis il s'en allait comme si de rien n'était. Et ça se passait vraiment très, très rapidement, hein. Ça prenait vraiment quelques secondes. Et moi, sidérée, je ne comprenais pas. Mais Et donc ça s'est répété à plusieurs reprises. je reprise. On a quand même une ambiance assez lourde, hein, vue de l'extérieur, d'une sexualité dangereuse euh, qui vous entoure. Et puis maintenant, on va peut-être quitter, pour raison de timing, la zone Oui. Madagascar-La Réunion. Vous allez, vous n'êtes pas obligé de donner des détails, mais vous allez vous retrouver dans diverses zones un peu retirées du patrimoine français. Vous pouvez quand même peut-être nous donner quelques impressions aussi si cette vision lourde d'une sexualité agressive que vous aviez vécue à Madagascar, La Réunion, si elle va se retrouver dans vos périples ou si c'est quelque chose d'autre qui va vous arriver dans l'esprit et où là vous allez sentir qu'un certain nombre de personnes se connaissent, mais d'une manière qui vous échappe. Alors, j'étais étudiante. À La Réunion, j'étais étudiante. Euh, C'était surtout quand j'étais, comment dire, après le bac. Voilà. Je venais d'avoir, je pense que je devais avoir 19 ans à ce moment-là. Et là, je cherchais du travail à côté de mes études. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré un monsieur
à La Réunion qui voulait me faire travailler. Donc, je travaillais dans un bar le week-end et comment, les vacances scolaires. Voilà. Et donc, ce monsieur était franc-maçon, il ne le cachait pas. Voilà. Il ne le cachait pas. Et d'ailleurs, après la réunion, grâce à des collègues, j'ai eu quand même d'autres contacts pour le travail, pour travailler aussi pendant mes vacances. Donc, j'ai eu un autre travail dans un bar aussi et que je soupçonne clairement d'être dirigé par des francs-maçons. Voilà. Donc, je suis allée Ça. en Guadeloupe pendant des vacances scolaires pour travailler. Il y a quand même une notion de réseau, et je reviens toujours à ça, disons, de gens qui ne se connaissent pas d'une manière visible, mais qui visiblement se connaissent d'une manière secrète. Et Oui, parce que dans des tissus de société très différents, puisque vous allez aussi bien avoir ce type qui tient un bar que d'autres personnes dans d'autres aspects de la société. mhm, oui, oui. Comment il faut savoir que malgré que j'étais en contact avec des gens qui me cachaient pas, hein, qu'ils étaient de la FM, j'ai toujours été droite dans mes bottes. C'est que j'ai toujours gardé cette pureté d'esprit que j'avais que depuis mon enfance, en fait. Donc, on n'a jamais réussi à m'accaparer quelque part. Mais C'est-à-dire on que a la essayé. noirceur n'a On a jamais essayé, c'est réussi ça. On à a essayé. m'accaparer. Oui, on a essayé quand Ah même. oui, bien sûr, bien sûr. Et pas qu'une seule fois. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est important ça parce que c'est sûr. c'est ça, parce que On est. chez eux, il y a une notion de avec nous ou contre nous. C'est important parce que, comme dans Ou toutes les sans sociétés nous. secrètes, il y a bon, une liturgie, ça on sait, mais il y a aussi la notion d'un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est la personne qui ne veut pas. C'est l'ange déchu, si j'ose dire. Oui, oui. Et d'ailleurs, ce que je trouvais incroyable, c'est que je pouvais travailler. En fait, j'avais une espèce de ce réseau-là de bars qui m'acceptaient pour travailler chez eux, mais qui me connaissaient pas. Donc, il y avait même pas plus d'entretien que ça. Tout de suite, on me disait oui. Donc, tu veux commencer quand? Ou on me propose une date. Voilà, cette semaine-là, tu peux venir bosser, faire des voilà. Donc en fait, c'est plus tard avec du recul, je me dis, mais attends, en fait, t'étais embauché, mais en claquant des doigts, quoi. Tu pouvais aller où tu voulais, dans toute la France, et même en Allemagne. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable, alors que je galérais à trouver du boulot, moi, quand j'étais, enfin, étudiante. C'était que ça, c'était que eux, par contre, ils m'acceptaient, ils m'offraient du travail, mais c'était quand je voulais, quoi. C'était, voilà. C'est des gens gentils. Mais Donc oui, avec du recul, je me suis dit, mais oui, aujourd'hui, je me dis, ils se connaissaient. C'est pas possible autrement. tout à fait, tout à fait. Et donc, après ces épisodes, on va dire, des dom-toms, vous allez revenir en France métropolitaine. Vous pouvez un peu nous donner le timing à peu près quand vous êtes arrivé en France métropolitaine et ce que vous avez trouvé. Alors, c'était en quelle année? Ça devait être en 2015. En 2015, je venais de me séparer de mon ex qui avait tout quitté pour vivre avec moi. D'abord, on a vécu à La Réunion. Après, il m'a suivi en Angleterre dans le cadre de mes études. Et puis après, on s'est séparés parce qu'il s'est retrouvé embrigadé par des gens, par un monsieur, un Anglais pas très net. Et à partir de là, on s'est séparés. Pourtant, c'était quelqu'un de très, 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 très sain, très, très gentil. Mais à un moment donné, si vous voulez, il a sombré dans l'alcool à cause de ce type qui tout le temps l'invitait. Donc après ça, bon, bah, on s'est séparés. Puis je suis retournée en métropole. Ah non, je suis retournée travailler en fait. Et là-bas, j'ai rencontré
Non, non, ah, non, non, c'est pas ça. Je, je connaissais un monsieur en métropole que j'avais déjà rencontré en Guadeloupe, mais c'était juste naissance comme ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas gardé contact plus que ça. Et donc, ce monsieur, après ma séparation, je suis allée vivre à Paris dans une sous-location. Et il se passait des choses étranges dans cette sous-location, c'est que je me sentais observée. Et puis un jour, j'ai vu des cheveux noirs dans la salle de bain, alors que j'habitais toute seule. Donc quelque part, j'ai appelé ce monsieur pour m'aider parce qu'il fallait que je parte de ce logement d'urgence. Et donc ce monsieur était d'accord. Et d'ailleurs, il m'a proposé un local, voilà, pour m'héberger en attendant. D'accord. Si on peut faire une C'est comme petite ça que j'ai pause ici. rencontré Oui, c'est ça. en fait, c'est l'ère de mon Voilà, fils. une petite pause ici pour raccrocher un peu les wagons, puisque vous étiez avec ce monsieur qui visiblement s'était amouraché de vous. Mais cet Anglais, à y réfléchir, il l'a entraîné dans l'alcool par plaisir, par perversion, ou aussi pour vous séparer de lui et vous fragiliser. Et le fragiliser parce que, en fait, on avait l'image du couple idéal. euh, et donc, je sais pas, cet homme, il est sorti de nulle part. Je crois que c'était un collègue dans son travail. Du jour au lendemain, il a commencé à l'inviter tous les soirs. Tous les soirs, il sortait, viens, on va aller dans un bar, viens, on va aller à tel endroit faire la fête. Enfin, je veux dire, il était quand même en couple, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est bizarre. Donc, on se voyait plus. Il sortait tous les soirs et il rentrait le matin complètement fracassé par l'alcool, hein. Oui. À un moment donné, c'était plus possible. Mais on comprend, mais enfin, au résultat des courses, vous restez seul, et puis fragilisé, j'insiste, puis vous allez dans cette Oui, sous-location, vous avez l'impression d'être suivi, on a quand même la sensation à vous écouter que depuis un certain temps, vous avez entraîné l'observation discrète, feutrée mais continue d'un groupe, parce qu'il peut s'agir que d'un groupe à ce niveau-là, et puis curieusement, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous amener subrepticement à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. exactement. Alors, petite parenthèse aussi, c'est que après que j'ai été séparée de mon ex, je me souviens, j'étais allée à Londres. J'étais pas bien, hein. C'est à cette période-là, j'étais pas bien dans mes baskets. Et clairement, j'étais fragilisée. Donc, je suis allée à Londres. Il y avait une annonce de mannequinat. Donc, j'ai répondu à cette annonce et ils ont dit, bon, venez, on va faire votre profil, une journée où on va faire votre profil et puis vous allez intégrer notre agence. Donc, je suis allée à Londres. Écoutez bien, à quel point cette machination peut être extraordinairement structurée. Je suis allée à Londres et donc je suis rentrée dans cette building, un building hyper classe, hein, très sérieux, avec des secrétaires, machin. Et puis donc je suis allée là-bas, j'ai vu d'autres jeunes comme moi qui faisaient la queue. Et donc j'ai vu des gens qui travaillaient dans les locaux et qui m'ont appelé, venez, on va faire votre portrait et puis répondez à quelques questions. Et en fait, ils m'ont fait payer, ils m'ont fait payer l'inscription, voilà. Et donc je devais revenir un autre jour. Et le jour où je suis revenue, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus personne. Et quand je demandais, je viens pour mon rendez-vous, je montrais mon rendez-vous avec telle agence, on me disait, mais ils n'ont jamais existé. Il n'y a jamais eu ça ici. Alors que je suis arrivée, il y avait des secrétaires, il y avait d'autres gens comme moi, il y avait plein de gens qui travaillaient dans des bureaux avec leur nom partout, affichés sur les murs. Et on me dit, ils n'ont jamais existé. Il n'y a jamais eu ça dans ce... Et là, j'ai appelé la police. Et quand j'appelle la police, le policier m'a dit, venez au commissariat, portez plainte. Alors je dis, mais oui, mais je suis à Londres, je ne connais pas, comment je peux aller, je ne connais pas le trajet. Alors le policier m'a dit, écoutez, je vous vois.
allez tout droit, tournez à gauche, le passage piéton, attendez, feu vert, vous traversez. Maintenant, regardez à votre gauche. Enfin, donc ce policier, il m'a guidée dans Londres jusqu'au commissariat. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte, que je réalise qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Oui, Voilà. effectivement, c'est Bref, moins, c'était juste la moins qu'on parenthèse. puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Mais dans cette situation, vous, indubitablement, vous faites déjà l'objet depuis longtemps d'une surveillance discrète mais incessante, comme l'histoire de la salle de bain aussi. On va vous amener en Oui. France vers quelqu'un, par quelqu'un. Vous pouvez un petit peu nous expliquer ça? Oui, donc j'ai rencontré le père de mon fils qui je n'avais aucun regard sur lui à ce moment-là parce que il m'intéressait pas du tout, hein, il m'a jamais intéressé d'ailleurs. Et donc bah, je suis venue et puis il m'a proposé un projet d'association. Il m'a dit ouais voilà tu vas monter un truc, je te mets à disposition le local, etc. Et donc moi j'étais partie, oui, j'ai carrément avec plaisir. Donc et puis après ça, il m'a dragouillé si je puis dire. Hein. Il m'a vraiment, voilà, comment dire, il m'a dragué à grande pompe quoi. Et puis bah je suis un peu tombée dans le panneau. Et puis il faut dire aussi que j'étais pas bien dans mes baskets à cette On époque-là. Je peut peut-être venais de. juste revenir un tout petit peu en arrière, si vous voulez bien, parce qu'il y a eu un intermédiaire entre vous et lui. Euh, bah, Vous n'êtes pas arrivé chez lui comme ça, dans un patelin un peu improbable, sans y avoir été guidé par quelqu'un. Vous ne connaissiez pas ce monsieur, donc il y a eu un intermédiaire quelque part. je ne sais pas, ce monsieur, je l'avais rencontré en Guadeloupe une fois. Et donc voilà, je l'ai gardé vaguement contact comme ça, mais je ne sais pas, intermédiaire. Et comment se fait-il que, puisque vous aviez un contact ancien et assez lâche, pourquoi il y a eu tout de suite vers vous à ce moment-là? Oui, je mets des locaux à disposition, etc., Ah oui, etc. Donc ça veut dire qu'il savait ce que vous cherchiez et ce qu'il pouvait vous proposer. il savait tout. Il me connaissait, il savait tout. Bon, Avec du recul, je me rends compte qu'en fait, et c'était trop. C'est comme à Londres en fait. Tout est trop bien agencé pour. Je sais pas. Je pense qu'il m'attendait quoi. mhm. J'étais déjà ciblée quelque part. Donc, vous voyez la filiation, Guadeloupe, Londres, revenir en métropole, vous sentez bien que vous êtes suivi, et alors là, vous allez commencer à comprendre quel est le projet réel, c'est mon avis, qui vous est destiné. Parce qu'il va vous proposer ça, mais comment ça va se passer en pratique? Bah, en fait, après ça, bah, on était en couple, si je puis dire, et puis depuis très peu, quoi, depuis quelques mois. Et donc lui, il m'a bien observé, il a même observé mes cycles menstruels, hein, c'est pour dire. Et donc il s'est arrangé pour me mettre enceinte. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une supposition, c'est qu'il s'en est vanté après. Hein. Il disait à qui veut l'entendre, ah bah oui, j'ai bien bossé, hein, j'ai bien calculé, hein, ah, ah, ah. Et il en rigolait même. Mais voilà. Donc c'est comme ça que je suis tombée enceinte. Et d'ailleurs, il s'est empressé de m'acheter un billet pour aller en vacances parce qu'il savait. Donc si je partais en vacances, je n'allais pas, enfin, j'allais pas voir les signaux. En fait, quelque part, c'était pour me comment, pour me distraire quelque part à cette période-là. Et à Madagascar, bah, j'étais tombée malade comme un chien, vraiment. Je croyais que j'allais mourir.
Et puis, retour en France après un mois, c'est là que je découvre que j'étais enceinte. Donc, quelque part, pour moi, il était trop tard, je pouvais rien faire. Oui, donc c'est quand même, ça ressemble un peu à un piège. Complètement, oui, bien sûr, oui, ça ressemble à... En fait, là, je suis tombée dans la gueule du loup, tout simplement. C'est ça. Donc à ce stade-ci, on peut résumer, vous êtes surveillé quasiment depuis l'enfance, vous êtes considéré visiblement comme une personne intéressante, qui mérite une surveillance multicontinent presque, surveillant de tous les instants, mais cette surveillance et ces renseignements tombent entre les mains de ce monsieur qui cherche évidemment à vous mettre enceinte. Mais quand il veut vous mettre enceinte, c'est vous qu'il veut ferrer ou c'est sa progéniture? Alors, il voulait un enfant. Ça, c'était son objectif. Il voulait un enfant. Il voulait absolument un enfant. D'ailleurs, il le disait tout le temps. Il disait, moi, je suis tellement malheureux parce que il faisait le dépressif. Donc moi, comme comment, je suis un peu sauveur, hein, entre guillemets. Donc je voulais l'aider, quoi. Et, et donc il disait, moi, la seule chose qui va vraiment me retrouver le goût à la vie, c'est d'avoir un enfant. Il disait ça. Et voilà, quoi. Donc, il voulait absolument un enfant, oui. C'était son projet, oui. Et, bah, comme tous les manipulateurs se présentent toujours comme des victimes, ils ne Exactement. départent pas la collection, hein. Euh, D'ailleurs, oui. d'ailleurs, à ce moment-là, si j'avais été vraiment aussi lucide qu'aujourd'hui, parce qu'à cette époque-là, j'ai l'impression que j'ai été envoûtée, complètement envoûtée. Je n'avais aucune capacité de... Comment je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec comment j'étais à l'époque. Je n'avais aucune capacité. Mes capacités Mhm. extra-lucides étaient comme paralysées, Vous avez anesthésiées. vous avez une explication à cette paralysie de, on va dire, la souris devant le serpent? Je ne sais pas, c'était très bizarre. J'étais paralysée, quoi. Même, je sais pas, j'étais comme un zombie. Je tournais en rond. Dans ma tête, c'est le vide, le grand vide, alors que je suis quelqu'un de très créative et tout, très créatif. Et enfin, je sais pas, mon intelligence était paralysée, anesthésiée. Il n'y avait plus rien, en fait. J'étais juste l'ombre, une ombre. Vous avez Et l'impression voilà. Donc, en fait, oui, d'un traitement médicamenteux discret qui vous aurait été administré? franchement, je ne rejetterai pas cette hypothèse. Je ne rejetterai pas cette hypothèse. Il y a eu des moments assez étranges où j'avais l'impression d'être, vous savez, les gens en psychiatrie qui restent assis, qui sont très calmes, qui ont les yeux un peu, vous savez, qui ont eu qui ont pris un médicament, donc ils sont très calmes, et ils n'ont pas cette étincelle de vie quand. Et ben moi, j'étais comme ça, quoi. Je passais mes journées, c'était très bizarre. Alors, bon, Alors que grand j'ai beaucoup voyagé, dépressif, oui, notre grand j'ai dépressif, j'ai à beaucoup. mon avis, devait avoir des médicaments, lui, pour soigner sa dépression. Est-ce que par hasard, il ne les aurait pas, entre guillemets, partagés avec vous? Ah, il faut savoir qu'il a été diagnostiqué bipolaire. Donc, et d'ailleurs, ses parents lui disaient de prendre ses médicaments. Je me souviens, mais il disait non, je ne veux pas prendre les médicaments, je ne suis pas fou. Il me traite de fou, mais je ne suis pas fou, etc. Donc, il ne prenait pas ses médicaments, apparemment. Donc, voilà, voilà. D'accord. Ouais. Donc, vous êtes enceinte. Et alors, Voilà. Donc, comment les toujours choses est-il vont que, se passer après? oui, bah, c'est-à-dire que je suis tombée enceinte. Alors, je lui ai dit, quand j'ai appris ça, je lui ai dit, écoute, laisse-moi un moment de me poser, de faire un peu une introspection dans ma vie. Bah, enfin, vous voyez, il fallait que je me pose d'abord. Il a dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, prends ton temps. Parce que ça venait de me tomber dessus. Et moi, à l'époque, c'était pas mes projets, hein, c'était pas dans mes projets, moi, d'avoir un enfant. Pour avoir un enfant, pour moi, il fallait que je sois prête à l'accueillir, etc., avec tout ce qui va avec. Et à cette époque-là, vu mon état psychologique, je disais, mais voilà. Bref, donc lui, il a dit oui, sauf que le jour même, j'ai eu des appels, félicitations, de sa famille.
pour me féliciter de ma grossesse, quoi. Donc, quelque part, c'était, voilà, voilà. Je, Et cette voilà. grossesse va se passer, je dirais, tranquillement. À ce moment-là, vous n'avez pas l'impression plus claire que vous êtes victime d'un réseau, parce qu'on a déjà des indices que vous l'étiez, mais est-ce que ça va s'aggraver? Alors, les choses vont s'aggraver, oui. Euh, comment j'ai accouché, d'accord? J'ai accouché, puis bah déjà, si vous voulez, la pression, il me mettait tout le temps la pression. Il roulait comme un fou avec un bébé à bord sur des routes de campagne. Donc c'était perpétuellement une pression, tout le temps la pression. Le bébé était pas ceinturé, je me souviens, à la sortie de l'hôpital. Donc là-dessus, j'ai dit, mais non, je suis pas d'accord. Et puis tout de suite, ça engendre en fait chez lui de la colère, etc. Donc c'était vraiment une atmosphère cauchemardesque. C'était l'enfer, en fait. Après l'enfant, c'était l'enfer. Plus qu'avant. Avant, il y avait quand même des moments où il pétait les plombs et après, il revenait sur lui. Enfin, voilà, c'était, mais pas tout le temps. Après l'enfant, c'était tout le temps. C'était récurrent. Et, et je me souviens d'ailleurs, j'ai pas m'étaler trop sur les détails, mais il y a eu énormément de faits qui auraient mérité qu'il fasse une garde à vue, hein, clairement, au minimum. Au minimum, il y a eu des faits. Euh, Déjà, le fait d'avoir un bébé pas ceinturé dans une voiture et rouler comme un fou, enfin voilà. Donc ça, c'était juste pour me stresser, hein. C'était moi la cible. Et donc, à un moment donné, je vais tout de suite aller sur un événement marquant. C'est que j'allaitais l'enfant dans le lit. Il devait avoir 2 mois. Et donc, lui, il était à côté et il m'a envoyé son pied au front alors que j'allaitais l'enfant. C'est très symbolique, hein, c'est très Il m'a symbolique. envoyé son pied C'est vraiment vous séparer brutalement, sans aucun égard, de votre enfant. exactement. Et donc, il m'a envoyé son pied au front et c'était pas violent, mais le geste était très grave. D'accord? C'était très grave. Enfin, j'ai quand même eu la tête qui a rebondi sur le coussin, hein, mais bon, voilà. Mais il fallait pas le laisser de bleu, donc c'était mesuré, si je puis dire. Oui, Mais quand oui. même, voilà, il y avait l'agressivité était là. Donc, Sorti il y a nulle tout part, hein. On un- discutait pas, c'est ça, il y personne a ne tout un parlait. cinéma, il y a tout un cinéma derrière qui s'organise. Et on le sent bien. Bon, cet acte qui montre, qui veut vous séparer, que vous n'avez pas énormément d'importance à ses yeux et que c'est le gosse qui en a, vous commencez à devenir de trop. Donc, les moyens pour se débarrasser de vous vont être mis en place Exactement. progressivement. Ah oui, oui, c'était vraiment soit pour me rendre folle, ou soit faire en sorte que je me pende, tout simplement. Il n'y avait pas d'autre alternative. Et donc, son pied a atterri sur mon front et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il a dit, oh, mais c'est pour rire, c'est pour rire. Donc, il disait que c'était pour rire. Donc là, je me souviens, Bon. j'avais une larme qui a coulé sur mon visage, mais j'ai rien dit parce que bon, à ce moment-là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi, peut-être l'instinct que j'avais. Il y a ce côté que j'avais perdu pendant tous ces mois. D'un coup, s'est réveillé et d'un coup, il y a eu un plan qui s'est formé dans ma tête, c'est-à-dire une porte de sortie. C'est-à-dire maintenant, tu réfléchis à comment tu sors de ce pétrin. Point final. Donc, j'ai rien dit. Et j'ai rien dit. Voilà, j'ai pas fait des vagues. Donc je me suis tue. Et le lendemain, euh, j'ai inventé quelque chose pour qu'il me dépose quelque part avec l'enfant, euh, soi-disant pour prendre l'air ou pour se promener ou voilà, voilà. C'était mon motif, mais j'ai joué, comment dire, j'ai fait semblant, quoi. J'ai fait semblant que tout allait bien et que j'étais toujours aussi débile et idiote, quoi.
et que je gobais tout ce qu'on me faisait gober. Et donc, j'ai vu quand même qu'il a eu une hésitation, hein. J'ai vu quand même qu'il a eu une brève hésitation. Je ne sais pas s'il se doutait de quelque chose, mais voilà. Toujours est-il qu'il nous a déposés. Et à partir de là, moi, j'ai alerté mon meilleur ami à l'époque. Je lui ai demandé, il faut que tu nous exfiltres d'urgence parce qu'on est en danger de mort. Voilà. Et donc lui, il n'a pas hésité, il n'a pas dit, tu m'en dis pas plus, je t'envoie quelqu'un. Heureusement, il y avait quelqu'un qui était disponible, hein, de Paris, qui a roulé dès qu'on est arrivé à un endroit. Il est arrivé, on s'est empressé de rentrer dans sa voiture et puis on est parti. C'est comme un film en fait. Oui, avec des manipulateurs pervers narcissiques, il est difficile de faire autrement. Mais il va y avoir quand même, parce qu'il faut parler de ce monsieur, le père de votre, enfin le géniteur de votre fils, mais il a quand même sa petite famille qui, elle, a le bras long et qui ne va pas vous laisser faire aussi facilement d'un point de vue légal et qui va vous harceler pour au moins partager le bébé. Oui, alors il faut que je parle aussi de détails, hein, quand j'étais chez lui et comment il faisait pour que je devienne folle. C'est qu'il faisait tout le temps soit il avait les yeux rouges, il se mettait à péter les plombs pour rien et ses yeux devenaient rouges. Et d'un coup, enfin comment? Et il mettait le chat dans le berceau du bébé quand il dormait. Et donc moi, j'étais pas d'accord. Je disais, mais pourquoi tu mets... Il s'arrangeait toujours à mettre le chat. Dès que je tournais le dos, il prenait le chat, il mettait dans le berceau. Il savait que j'aimais pas ça, donc il jouait sur ça. Et donc moi, je lui disais, mais pourquoi tu mets le chat dans le berceau? Et il me disait, mais non, mais c'est un chat, il vient faire un câlin. Mais oui, mais non, c'est dangereux, il peut dormir sur le visage du gamin, quoi. Et surtout, enfin voilà. Et donc, à un moment donné, il y a un moment où j'ai quand même pété les plombs, c'est que j'ai pris le chat et je l'ai balancé. J'ai dit, ton chat, tu vas te le garder, ou je sais plus ce que j'ai dit. Et donc, cet événement a fait que bah, elle est folle, elle a pris le chat, elle l'a balancé. Enfin, donc le but vraiment, c'était soit de me faire passer pour une folle, hein, soit de me pousser au suicide. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. C'est ça. Et donc vous échappez, vous changez de lieu, mais on va vous rattraper parce que cette famille a le bras long. Alors oui, je suis allée à 500 bornes de là. Voilà. Et donc j'ai pris un logement. Je me suis dépêchée de prendre un logement. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai un logement. Comme ça, officiellement, j'ai mon logement, j'ai mon enfant. Euh, on peut rien me faire, on peut pas m'attaquer. Il a une adresse, voilà, il a tout ce qu'il faut. Et donc j'ai la belle famille qui a débarqué, qui m'a fait une scène. Enfin, en même temps, j'étais d'accord pour qu'elle vienne parce que je peux pas non plus les empêcher de voir leur petit-fils, quoi. Donc ils m'ont fait une scène, ils m'ont imploré de revenir dans la ville, au moins à côté de là où ils habitent. Et donc moi, ben, en pâte, hein, en pâte puissance puissance 1000, voilà, j'ai accepté. Donc je suis revenue dans la ville et c'est là que bah, le harcèlement. Enfin, j'étais déjà harcelée, hein, là où j'habitais, mais donc c'est voilà, j'étais toujours harcelée après, quoi. Vous pouvez décrire un tout petit peu le harcèlement dont vous avez été d'emblée victime dans ce lieu où vous vous étiez réfugié. Alors là, j'étais bombardée d'images comme quoi. Bah, en fait, le but, c'était de me rendre dépressive. Donc, comme quoi on allait m'enlever mon fils. On me menaçait, comme on allait me retirer mon fils, tout le temps, tout le temps. Et lui aussi me menaçait par SMS, c'est-à-dire que je recevais une cinquantaine de SMS en l'espace de 15 minutes, hein. Oui, Des mais fois, ça relève même. c'est du harcèlement, hein, c'est punissable juridiquement, ça. Et je peux vous dire que j'en ai la preuve. J'avais Oui. archivé tout à l'époque. J'avais des appels, une cinquantaine d'appels en 5 minutes. Donc c'est bien Enfin, la preuve qu'il a déjà j'exagère, mais oui, qu'il a le bras long au niveau de la magistrature, puisque ici c'est une forme de harcèlement qui est indubitable, mais qui ne sera jamais suivie des faits de tout ce qui est convenu d'appeler la, entre guillemets, oui. justice. Le harcèlement est indéniable. Je l'ai prouvé par A plus B.
Mhm. avec des documents en appui. Donc, c'était tout le temps des allées et venues au commissariat, en fait. C'était tout le temps des appels à la police. Voilà, c'est tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'était un peu ma protection quelque part. Donc, je les appelais tout le temps. Oui, je suis toujours harcelée. Ils me menacent de venir ici et de prendre l'enfant et de partir avec. J'étais dans la peur, hein, j'étais dans la peur, dans la On terreur. peut le comprendre, mais ce qu'on voit, c'est que nos amis flics ne font rien. Et donc, vous avez beau être à 500 kilomètres de chez eux, ils parviennent quand même à manipuler ce qu'on appelle les forces de l'ordre, de telle façon que vous avez beau vous plaindre, c'est sans suite, quoi. Non, ça a été toujours sans suite, jusqu'à un moment où quand même, ils pouvaient pas. Enfin, je veux dire, le dossier était quand même assez costaud, quoi. Même mon avocate m'a dit, mais celui-là, il faut l'enfermer. L'avocate, en lisant, en ouvrant le dossier, parce que j'avais tout archivé, les messages, tout ça, l'avocate a juste balayé d'un regard, a dit, mais oulala, qu'est-ce qu'on a? C'est un psychopathe. Donc voilà, j'ai un autre policier je pense pas qu'il est du réseau, celui-là, qui m'avait dit d'ailleurs, comment, celui-là était exceptionnel parce qu'il n'était pas du réseau, donc il m'a bien écouté, il m'a bien soutenu, si je puis dire. Et donc il a dit, oh là là, celui-là, s'il faisait partie de ma famille, il y a longtemps que je lui aurais mis un coup de fusil. Oui, je pense pas que ce flic normal fera une grande carrière. Mais donc, ce harcèlement est là, on voit bien les blocages du côté de la magistrature. Donc, de nouveau, j'en reviens à ça. Quelle est l'organisation qui peut, de manière secrète, mais de manière également extrêmement prégnante, à tous les coins de France et même en Angleterre, assurer ce genre d'action? Enfin, il n'y en a pas 50. C'est-à-dire, c'est une question. Oui, c'est une question, oui. Et qui peut faire ça? C'est Je ça? ne vous demande pas de mettre un nom sur les frères Trois Points, parce qu'on va croire que j'en ai fait vraiment une fixation névrotique, mais je demande simplement une Mais, solution mais- alternative. Moi, j'en ai pas. mais Je sais très bien. dans mon cas, écoutez, dans mon cas, moi, j'ai été en contact. Ils m'ont tourné autour toute ma vie, hein. Toute ma vie. Que ça soit à La Réunion, que ça soit à Madagascar, je ne sais pas, parce que j'étais un enfant à l'époque. Mais je soupçonne quand même, voilà. Parce que j'étais dans un lycée français, enfin, une grande école quand j'y étais. Donc, forcément, peut-être, hein. Qui sait, hein. Et bizarrement, la personne qui me faisait des attouchements, voilà, c'était sur le chemin de l'école et j'étais plus très loin de l'école. Donc bon, on sait D'accord. pas tout ça. Bah, bon, on laissera Donc ça des suppositions, mais donc vous allez revenir, malheureusement, votre bon cœur va vous conduire à revenir vers l'endroit que vous aviez fui. Et là, comment va se présenter le harcèlement en réseau et le harcèlement par arme dirigée, dont le but, je le maintiens, je n'en vois pas d'autre, est de vous séparer définitivement de votre fils, voire même de vous séparer, ouais, je dirais, éternellement de votre fils. alors, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu quand même réflexion à un moment donné, parce que je disparaisse complètement, peut-être que ça pourrait faire du mal à l'enfant. Euh, Peut-être qu'il y a eu réflexion. Maintenant, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je dois reconnaître qu'on a déjà essayé de me tuer. On m'a bombardé une fois dans mon ancien appartement. Enfin, je me baladais en centre-ville, hein. J'étais en très bonne santé, hein. Il faut préciser que je suis pas quelqu'un qui tombe malade, hein. Rarement, quoi. Je suis toujours en bonne santé. Et ça fait plus d'un an que je suis pas allée chez le médecin. Enfin, dernièrement, j'y suis allée, n'est-ce pas? Mais j'y vais rarement. Et donc, à ce moment-là, je me baladais en centre-ville. Et je me souviens, j'ai eu. Alors, c'était une douleur atroce. C'est comme si on m'arrachait les ovaires. Là, comme ça, en plein milieu du centre-ville, j'ai cette douleur atroce, comme si on tirait mes ovaires. On était en Oui, train non, de mais m'arracher les ovaires. ça ressemble très fort à un tir à l'arme à énergie dirigée, hein. Et donc, bah, je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi, parce que
j'étais à deux doigts de m'écrouler par terre. Je suis rentrée chez moi, bah, j'ai arpenté les trois étages, enfin deux étages en rampant. Je suis rentrée chez moi en rampant. Je me suis, j'ai tenté d'appeler ma famille pour leur dire que j'étais en train de mourir. Enfin, c'est, il y a eu quand même des tentatives que je pourrais qualifier de Mhm. meurtrières, oui. Oui, ça y ressemble. Et d'un point de vue théâtre de rue, voisinage. Alors ça c'est pour moi, hein. Les théâtres de rue, je peux vous dire, il y a eu là ça s'est calmé parce que je prie énormément et que ça ne marche plus, mais j'en ai eu énormément, énormément. Euh, Théâtre de rue, par exemple, juste un exemple. Je vais à mon travail. À l'époque, j'étais caissière, j'allais à mon travail. Et sur un croisement, un jour, je précise que je passe par là tout le temps à peu près à la même heure. Voilà. Et donc, je m'arrête au stop. Il y a une camionnette blanche qui arrive en trombe et qui s'arrête d'un coup sur le côté, comme ça, mais vraiment brutalement. Et donc, à l'intérieur, il y avait, je sais pas, peut-être deux enfants, mais en tout cas, il y avait des enfants à l'intérieur. Alors, camionnette blanche s'est arrêtée en trombe et ce monsieur, il m'a dit, ne bougez plus, ne bougez plus, ne bougez plus, arrêtez de rouler, surtout ne roulez plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat sous votre voiture. J'étais en panique et je dis, mais comment ça, il y a un chat sous votre voiture? Arrêtez, arrêtez. Mais j'ai la vidéo, hein, parce il me filmait en même temps. Mhm. J'ai dit, mais comment ça, il y a un chat? Et puis les enfants, je regarde les enfants, je dis, mais il me fait une sale blague. Je regarde les enfants disaient, oui, oh là là, ils étaient apeurés et disaient, oh, le chat, le chat. Et c'est comme ça que j'ai cru le monsieur. Je dis, les enfants ne mentent pas. Donc j'étais en panique. En fait, il n'y avait pas de chat sous ma voiture. Ouais. Et donc, mais ça encore, c'est rigolo. Ça encore, c'est rigolo. Mais après, c'est des agressions. C'est que je vais dans un parc avec mon fils et donc il joue avec sa trottinette. Et moi, je vais m'asseoir à l'ombre. Il y a une espèce de carré de béton au milieu avec des plantes, vous savez, au milieu du carré de béton. Et autour, on peut s'asseoir. Il y avait deux dames sur le côté. Et moi, donc, je m'assois là, je me mets à l'ombre. C'était en été, c'était l'année dernière, en été. Non, en 2023. Ou l'année dernière, hein, je ne sais plus, entre 2020 et 2024. Euh, Et donc, il y a ce jeune qui est venu vers moi et qui m'a dit, vous bougez de là. Allez vous asseoir de l'autre côté. Allez vous asseoir ailleurs parce que j'ai une figure à faire. Alors, je me lève et puis, quand même, je dis, mais pourquoi vous demandez qu'à moi de bouger? Pourquoi les autres là-bas, ils ne vous gênent pas? Et donc là, il a commencé à me directement d'entrée, il m'a crié dessus, il m'a dit non mais je vous demande de vous dégager de là, fermez-la, vous n'avez rien à me dire, je vous demande de dégager, je dois faire ma figure. Alors, alors là, moi à l'époque, je ne savais pas tout ça, les attaques, machin. Alors moi, j'ai un gros caractère, n'est-ce pas? Et, et donc, je lui réponds, je lui dis, mais déjà, vous ne me parlez pas comme ça. Et puis si j'ai envie de rester là, bah, je reste là. Mais bon, alors je lui dis, écoutez, parce qu'il a commencé à partir dans tous ses états, je dis, écoutez, très bien, je vais changer de place, je vais m'asseoir à côté des deux dames là-bas. Donc je vais m'asseoir à côté des deux dames. Mais non, 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 c'était toujours pas bon. Donc il revient et il me dit, non, mais il faut que vous dégagez, je vous dis, vous dégagez de là, vous dégagez de là. Et je l'avais filmé, hein, le monsieur, hein. Oui, Donc bah, je me oui, filmais, c'est et je un petit disais, jeune en mission, hein, donc je suppose qu'on lui avait dit donc ton petit trafic de drogue, on ferme les yeux pour autant que tu emmerdes Natacha. oui, c'était un petit trafiqueur de drogue. Et donc, je me suis fait insulter, je me suis fait crier dessus, humilier devant tout le monde dans le parc, alors que Mhm. j'ai strictement rien demandé. Et donc, je suis allée au commissariat. Suite à ça, je suis allée au commissariat.
Et donc, je leur ai dit, écoutez, je viens de me faire agresser dans un parc avec mon fils. J'étais juste assise sur comment, le béton, là. Et j'aimerais que vous me dites si j'ai le droit de m'asseoir sur ce béton. Est-ce que je suis dans mes droits, oui ou non? Je suis allée au commissariat. Et donc, le monsieur au commissariat m'a dit, écoutez, bien sûr que vous pouvez vous asseoir. Il n'a pas le droit de vous dégager. Si vous voulez rester là, vous restez là. Donc, je lui dis très bien, je voulais juste entendre votre confirmation. Et donc, je suis retournée au parc. J'avoue que je l'ai dit, mais en fait, tu aurais dû laisser tomber parce que c'est ce qu'ils veulent finalement. Et donc, je suis retournée au parc et je me suis assise exactement où là j'étais assise. Et donc, bien sûr, il est revenu. Comme par hasard, c'est que quand je m'assois, qu'il a envie de jouer, parce que quand je suis pas là, je l'ai bien regardé, il est sur le bord en train de fumer. Et dès que je m'assois, et là, bizarrement, bah, il faut qu'il vienne m'embêter. Donc là, il est revenu, il dit, ouais, bah, vous allez voir, je vais vous foncer dedans. Et donc, effectivement, il m'a foncé dedans. Et sur ce, bah, j'ai appelé la police. La police est venue dans le parc. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vous sortez de là, madame, vous n'avez pas le droit d'être là. Voilà, vous avez compris, hein. Mais merci pour cet exemple qui montre bien l'interpénétration de la flicaille et de la petite délinquance, mais tout ça au profit d'une structure à serment et à secret, qui en plus maintenant va s'attaquer à vous avec des armes à énergie dirigée. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour terminer cette émission, donner un peu leur manière de procéder avec vous, parce qu'elle n'est pas toujours la même d'un individu ciblé à l'autre? Alors, déjà, j'ai observé des faits très, très étranges. C'est que quand je suis à l'extérieur, j'ai toujours des gens qui me fixent très, très, très longtemps. Et à un moment, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tous ces gens me fixent? C'est comme si je me retrouvais dans un roman de Stephen King avec des gens qui me fixent comme ça, mais trop longtemps. Une fois, j'ai laissé une dame passer sur un passage piéton. J'étais dans ma voiture. Cette dame, elle a traversé, elle m'a fixée comme ça. Elle arrive sur le trottoir, elle continue à me fixer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais son regard, en fait, était un regard méprisant. Et j'ai toujours ça. Quand je marche dans la rue, n'importe quelle rue, que je sois dans une autre ville ou quoi, j'ai toujours des gens, des inconnus qui viennent vers moi et qui me parlent, qui disent quelque chose et qui s'en vont comme si de rien n'était. Et donc moi, je me retourne et je dis, mais je me retrouve comme quand j'étais enfant, en fait, avec cet homme qui venait et puis qui partait comme si de rien n'était. Et donc ça, j'ai retrouvé plusieurs fois ici. Ou sinon, quand je marche dans la rue, j'ai quelqu'un qui arrive d'un coup et qui se met à hurler, hurler en arrivant à côté de moi. Donc je sursaute. Euh, mais les attaques psychotroniques, si vous voulez, j'ai un autre exemple qui est quand même très très flagrant, c'est que je me suis réveillée un dimanche matin, il devait être 4 heures, j'ai entendu une voix de pilote, vous savez, comme une voix radio, comme ça, à quelques centimètres de mon visage, de mon front. Et ce monsieur, il disait cible en approche, cible en approche. Et j'avais les yeux fermés, mais j'étais déjà réveillée. Et puis, j'ai entendu un autre bruit juste après ça, un bruit vraiment très, très bizarre. Ça faisait mais un bruit extraterrestre. J'ai jamais entendu ce bruit de toute ma vie. C'est vraiment un bruit. Je le qualifie d'extraterrestre parce que je ne peux pas le décrire. Oui, mais Donc je j'ai vous entendu interromps ce une bruit. seconde ici pour que les auditeurs ne se méprennent pas. Pour ce que vous avez vécu là, ça pourrait correspondre à des voix dans la tête, c'est assez classique. On peut dire que c'est de la psychotronie d'une certaine façon. Le terme de cible en approche, bah, ça nous ramène quand même aux militaires, parce que, qu'on le veuille ou non, l'interpénétration de tous ces éléments de société contre vous, là, on a très probablement un militaire et du matériel militaire qui va s'attaquer à vous. Là, c'était une voix de militaire, hein, de toute manière, hein, une voix de radio, cible en approche, etc. Mais c'était pas dans ma tête, hein. C'était très bizarre. C'était au-dessus de mon visage.
au-dessus de mon visage. J'ai déjà, la tête si vous voulez, mais j'ai déjà eu une. Ceci est la deuxième partie de l'interview avec Natacha. Nous avons été interrompus la dernière fois parce que j'appelle nos amis d'en face qui ont coupé le Zoom. Peut-être le feront-ils encore cette fois-ci. Ils l'ont coupé au moment où Natacha évoquait un élément qui était du domaine militaire. Nous recommencerons là-dessus. Mais ici, avant de commencer cette interview publique, Natacha m'a signalé que à l'endroit où aujourd'hui, samedi, il n'y a jamais personne, curieusement là où elle est pour enregistrer, quelqu'un s'est présenté à sa porte. Voilà, ça dit tout. Voilà, Natacha, est-ce que on peut raccrocher un peu les wagons, sachant qu'on a été interrompu quand il a été question d'un vocabulaire de type militaire? Oui, alors je racontais un incident qui s'est passé un dimanche matin, je crois qu'il était vers 4 heures, où j'émergeais de ma nuit en fait. J'étais toute seule chez moi. Et puis là, j'ai entendu une voix de pilote, comme un homme pilote, qui parle dans sa radio en fait, hein. Et donc il disait cible en approche, cible en approche. Donc moi j'étais réveillée, mais vous savez quand vous émergez du sommeil, vous ouvrez pas tout de suite les yeux. Et moi j'ai entendu ça, puis rapidement, en fait, ça s'est déroulé en l'espace d'une seconde. Donc, rapidement après, j'ai entendu un bruit extraterrestre. C'est un bruit que je pourrais pas vous décrire. Ça faisait clac, clac, clac. Enfin, vraiment, c'est un bruit hors humain qui n'existe pas sur cette planète. Et donc, moi, j'ai ouvert les yeux et j'étais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et voilà, c'était ça que je racontais avant qu'on soit coupé la dernière fois. Et il se trouve que ce bruit extraterrestre, je l'ai encore entendu quelques jours après cet incident, mais j'ai entendu vers la fin. C'est-à-dire que j'ai juste entendu un crac rapidement. Et j'ai l'impression que je suis pas censée entendre ce bruit, en fait, que ça se déroule pendant que je dors. Et c'est quand j'émerge que, voilà, j'ai entendu le dernier bout la dernière fois et ça s'est produit deux fois. En tout cas, j'ai entendu deux fois, mais le nombre de fois où ça s'est produit, je peux pas vous dire, puisque visiblement ça se passe pendant que je dors. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Voilà. Il y a un aspect Et psychotronique assez marqué, hein. curieusement, 3 semaines après, ils ont commencé à parler d'extraterrestres. Il y a Trump qui parle d'extraterrestres. Il y a tout le monde. Il y a quelqu'un de la Banque de France qui a commencé à dire il faut sortir les dossiers 3 semaines après. Et il se trouve que cet incident, je l'ai pas caché. Je l'ai parlé sur mon compte Facebook privé. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui se tait. Vous savez, je m'en fous, même si on me juge ou quoi. J'ai tendance à tout dire. Pareil pour mon ex. J'ai raconté à qui voulait l'entendre l'histoire. Vous voyez, je me tairai pas. Ça, c'est pas mon leitmotiv. Et voilà. Donc, on m'a traité de folle, etc. Mais bien sûr, ma famille m'a cru, mes proches m'ont cru parce qu'ils savent très bien qui je suis et comment je suis et que je ne suis pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Et voilà, voilà, là où on s'est arrêté la dernière fois. C'est ça. Donc, j'ai raconté l'incident de ce matin, puisque nous sommes samedi 21 au matin, février. Euh, Est-ce que vous pourriez nous décrire les, le type d'assaut dont vous êtes victime d'un point de vue arme à énergie dirigée pour terminer cette émission? Alors, je vais peut-être pas pouvoir tout énumérer parce qu'il y en a énormément. Il y en a que je vais peut-être oublier, mais je me souviens, avant, j'avais des douleurs cardiaques. C'est-à-dire que c'est des grosses douleurs dans le cœur. À ces moments-là, clairement, pour moi, je fais un arrêt cardiaque. Je fais un arrêt. Clairement, pour moi, c'est comme ça s'apparente à ça. Donc, je suis obligée de m'asseoir, je souffle doucement. Des fois, je suis avec des gens, hein, et les gens ne savent pas, mais je m'assois, je souffle, je baisse un peu la tête comme ça. Je suis avec mon fils, des fois, il ne le sait pas, mais voilà, ça me prend quelques secondes. Avant, c'était tout le temps ça. Ensuite, je me souviens quand je travaillais, j'avais des gros endormissements. Euh, à mon dernier travail, j'étais caissière et je piquais du nez complètement. Pourtant, je suis quelqu'un
vous me connaissez pas, mais je suis sportive, je suis quelqu'un de très agile dans la vie quotidienne. Je suis pas du tout quelqu'un qui s'endort comme ça à tout bout de champ, surtout quand je travaille. Donc c'était très 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 compliqué à ce moment-là parce que je dormais, j'étais en train de m'endormir et je luttais terriblement, mais c'était très dur. C'était, je fermais Est-ce que je les yeux, peux je courais vous pour ma caisse. interrompre l'aspect psychotronique ici? Bon, ils sont capables de vous endormir avec certaines fréquences branchées sur votre fréquence cérébrale propre pour vous induire un sommeil. Oui. Donc ça, c'était à l'époque quand j'étais caissière, je travaillais, voilà. Et ensuite, j'ai eu une brûlure plus récemment. Maintenant, je vais parler de ce que je subis plus récemment, c'est-à-dire pas plus tard que le mois dernier ou ce mois-ci. J'ai eu une brûlure sous l'œil. Je me suis réveillée un matin, ça me brûlait sous l'œil comme ça, C'était donc j'ai quel œil, couru le droit ou le gauche? à gauche. Et donc j'ai couru dans la salle de bain et j'ai regardé dans la glace, j'avais une plaque blanche sous l'œil et ça me brûlait. Donc bizarre. Et donc j'ai passé un coup d'eau dessus et effectivement la peau a grillé, hein. La peau, j'ai une tache Mhm. toute pâle là sous l'œil jusqu'à aujourd'hui. Si on regarde bien, on peut remarquer. C'était carrément une brûlure. Donc je suis allée chez le docteur pour constater hein, que je suis pas, voilà. Donc, je suis allée chez le docteur, je lui ai montré, j'ai dit, expliquez-moi qu'est-ce que c'est, parce que pour moi, c'est une brûlure. Elle me fait, oui, effectivement, c'est pas votre œil, c'est vraiment votre peau qui a été touchée. Est-ce que vous avez reçu un coup? Elle me demande, ben non, 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 personne m'a tapé, j'ai pas reçu de coup. Ah oui, effectivement, bon, bah oui, je peux pas vous expliquer. Bizarre, elle ne savait pas ce que c'était, le Je médecin. comprends. Donc, bon, bah voilà. Très bien. Ensuite, donc ça, c'est les brûlures. J'ai des pics dans la poitrine, des pics tout le temps, des pics avant, hein, mais comme je vous ai dit précédemment, enfin, hors interview, j'ai trouvé une solution là-dessus. Mais J'avais des pics. donnez-nous votre solution parce qu'elle est très intéressante. Alors, je suis croyante, d'accord? Et donc, j'ai demandé à Jésus, et je fais aussi des rêves où on me montre énormément de choses. Je voyage dans des univers, on me montre des symboles, je vois plein de choses dans les rêves. Mais aujourd'hui, comme je suis ciblée, si vous voulez, c'est très compliqué de réaccéder à ces rêves, même si j'ai toujours accès, mais 80% du temps, on me bassine d'autres choses pour vraiment flouter tout ça, vous voyez? Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé, écoute, Jésus, parce que c'était vraiment, j'étais au fond du gouffre. J'ai dit, écoute, est-ce que tu peux me donner un symbole qui peut repousser le mal, tout ça? Parce que pour moi, c'était de la magie noire et rien d'autre. Je n'étais pas au courant de tout ça. Pour moi, c'était de la pure magie noire et c'était pas possible d'avoir autant de poisses, autant de gens qui vous agressent dans la rue, la maladie avec ça, le cœur qui va s'arrêter. Donc, je lui ai dit, donne-moi un symbole qui me protège. Et donc, quelques jours après, instinctivement, j'ai dessiné un symbole. Et ce symbole-là, dès lors où je l'ai dessiné, ça m'a tout de suite fait un effet. Le fait de le regarder au centre, tout de suite, ça a augmenté mon taux vibratoire, alors qu'à ce moment-là, j'étais épuisée tous les jours, j'étais épuisée, hein. Pourtant, j'étais en bonne santé. J'étais épuisée au point de m'allonger dans le canapé tout le temps. Et là, tout de suite, j'ai retrouvé ma vitalité et j'ai commencé à péter la forme dès cet instant-là. Mais je n'avais pas encore compris comment l'utiliser. Et donc, encore, j'avais toujours ces douleurs cardiaques, ces pics dans la poitrine, ou quand je conduisais, j'avais d'un coup mon cœur, j'avais l'impression qu'il s'arrêtait, et donc j'étais obligée de me ranger sur le bas-côté. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de prendre le symbole et de le poser là où, contre mon cœur. Et bizarrement, ça s'est arrêté. Et donc, j'ai pris l'habitude maintenant, dès que ça faisait mal, enfin avant, dès que ça faisait mal, je prenais le symbole et je le posais. Mais j'avais pas encore eu l'idée de garder le symbole contre ma poitrine toute la journée. C'est chose que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je me trimballe avec un papier sous mon t-shirt, collé sur ma poitrine, et depuis, je n'ai aucune douleur, aucune. Et ça, c'est seulement depuis quoi, 5 jours que je le fais. Non, une semaine, on va dire une semaine. Avant, j'avais pas eu cette idée-là. Et voilà. Donc, je peux pas vous expliquer pourquoi ni comment, mais ça marche. Voilà. Ben oui, mais oh là, on va arrêter tout de suite nos amis cartésiens, hein, parce que être cartésien, ça veut dire si je comprends pas quelque chose, c'est forcément que ça n'existe pas, donc c'est forcément que la personne qui le raconte est cinglée. Il n'en est rien.
il y a assez de témoignages de ce genre pour penser que nous ne comprenons qu'une toute petite partie du monde dans lequel nous sommes et que nous devons être modestes et dans les affirmations et dans les négations. Donc, j'essaie de préempter des critiques du genre, ça ne peut pas exister. Bien. Euh, Natacha, donc, c'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire et j'espère que ça pourrait aider un certain nombre des personnes qui nous écoutent. Pourriez aussi élaborer un peu sur le reste des agressions dont vous êtes encore victime. Alors, sur mon lieu de travail, j'avais des rôdeurs devant ma fenêtre, et ce, tous les samedis. Dès que le soleil se couche, j'ai des rôdeurs. Les samedis. C'est tout que je travaille, je suis à mon compte, donc des fois, il m'arrive de rester très très tard jusqu'à le samedi soir. Et donc, j'ai entendu ces deux hommes-là à côté de ma fenêtre. Tout de suite, j'ai dit, c'est pas normal. J'avais l'impression d'être observée, en fait, parce que j'ai une fenêtre, quand on allume, quand il fait nuit et que j'allume à l'intérieur, on peut voir de l'extérieur. Mais moi, je peux pas voir à l'extérieur parce qu'il fait tout noir à l'extérieur. Donc, j'avais l'impression d'être observée. Et donc, bon, je suis quand même un peu imprévisible, si vous voulez. Donc, moi, je ne sais même pas, quand je dis imprévisible, c'est que je sais même pas qu'est-ce que je vais faire après. C'était sur Mm. l'instantané. Mais c'est très bien, c'est une protection en soi parce que le caractère aléatoire de vos décisions leur complique quand même fortement la tâche. Exactement. Et je sais que je leur ai fait peur à un moment par rapport à cette imprévisibilité. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, j'évite de penser ce que je vais faire après, même si, voilà, c'est une petite stratégie, si vous voulez. Mhm. Donc, d'un coup, j'ai mis mon manteau et j'ai couru dehors pour voir qui c'était. Voilà, d'un coup. Et donc, eux, ils se sont précipités. Ils s'attendaient pas à ce que je sorte d'un coup comme ça. Ils ont vu que ma porte s'est ouverte, je pense, de l'extérieur. Ils ont couru vers le parking, là où il faisait tout noir, et je les ai vus. Et ils étaient deux hommes. Ils se sont allés se planquer dans le parking, dans un coin sombre du parking. Et Oh, donc, moi, les pauvres chéris, vous leur avez fait peur. Et donc, j'avais pris mon téléphone, j'ai la preuve. Moi, je dis pas les choses sans preuve. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait semblant de mettre mon bonnet, mais en même temps, je l'ai filmé. Et donc, j'ai eu l'image de ces deux hommes. Bon, bien sûr, j'ai pas leur visage, mais j'ai eu ces deux hommes planqués dans le parking, dans un coin sombre. J'ai les images. Voilà. Donc, après, j'ai signalé au gérant, voilà, il y a des rôdeurs, etc. Donc, ils m'ont cru, ils ont installé une caméra de surveillance devant ma fenêtre. Et depuis que j'ai cette caméra, il n'y a plus personne. Oh, Coïncidence? Voilà. coïncidence, bien sûr. Et en ce qui concerne les armes à énergie dirigée, en dehors de l'aspect de harcèlement en réseau qui est tout à fait clair ici. Alors, pour les armes, donc j'ai parlé des brûlures, j'ai parlé des douleurs cardiaques, j'ai aussi des mal de ventre, des grosses douleurs dans le ventre à l'époque. Mais maintenant, dès que j'ai mal, je mets ce symbole dont je vous ai parlé et ça se dissipe. Voilà. Et donc j'avais des diarrhées, voilà, j'entendais aussi des bruits d'ultrasons très étranges. Encore à ce moment-là, je ne connaissais pas tout ce truc-là, les armes à énergie dirigée. Je ne savais pas tout ça. Donc, j'entendais des ultrasons et j'étais obligée de. Je me souviens, mon fils me dit, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Je dis, chut, j'écoute. Et j'entendais, au début, c'était très doucement. Et puis, à un moment, ça m'a vrillé le cerveau. Il y a un jour, la dernière fois, ça m'a carrément, genre, ça m'a fait vriller le cerveau, j'ai dû m'asseoir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'était juste avant l'épisode du pilote qui disait cible en Mhm. approche, cible en approche. Voilà. Euh, Ensuite, c'est- Juste une petite pause de nouveau, pardonnez-moi, mais il faut que nos spectateurs sachent bien que les armes à énergie dirigée, c'est pas uniquement l'électromagnétique, il y a d'autres technologies que nous ne comprenons pas qui sont là derrière, mais la technologie de type infrason, ultrason est bien documentée dans les brevets. Voilà. oui. Et donc, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'essaie de rien oublier. Alors, j'ai parlé des ultrasons, mal de ventre, diarrhée, les fatigues, les rêves, les rêves induits aussi, j'en ai énormément d'ailleurs, des trucs bizarres qui ne ressemblent pas du tout à ce que je fais comme rêve habituellement.
Bah, je pense que j'ai fait le tour, hein. Oui, Oui, brûlure, malaise. J'ai aussi un épisode où j'ai failli tomber. J'ai failli faire un malaise. C'était quand j'accompagnais des enfants de l'école de mon fils à une sortie, chose qui m'est jamais arrivée dans ma vie. oui, Je me suis sentie flancher à un moment, quoi. J'ai dû m'asseoir par terre, je me souviens, parce que mais j'ai oui. rien dit, hein. Les gens ne savaient pas, Non, non, mais mais j'ai l'affaire était bien montée, c'est-à-dire qu'on allait vous créer un problème au moment où vous étiez en responsabilité et on allait créer exactement. un problème en public pour bien démontrer que vous êtes cinglé. Exactement, parce que si vous voulez, moi, je travaille, comment dire, je montre quand même une image de quelqu'un. Je suis pas folle en fait, et je suis quelqu'un de tout à fait équilibré et de confiance. Donc j'ai accompagné cette classe, voilà. Il y avait mon fils dans cette classe en sortie et il y avait les deux maîtresses. Tout s'est bien passé jusqu'au moment où je me suis sentie clairement flancher et que j'allais tomber, m'évanouir. J'ai jamais eu ce genre de problème-là. Mais je me suis accrochée, j'ai fait semblant de m'asseoir un petit peu et j'ai attendu que ça passe. Et fort heureusement, c'est passé. Hmm, voilà. Voilà. Mais écoutez, on va peut-être en rester là. J'en profite pour vous remercier, puisque c'est ma dernière émission. Je suis heureux de la terminer avec une personne Alors, si je peux me, intelligente. per- Oui, j'en si, prie. si Si je peux me permettre, parce que j'ai écouté plein de témoignages, vous parliez de voisins, etc. Moi aussi, j'en ai des voisins qui bougent des meubles tout le temps au-dessus de mon appart. Et aussi, j'ai découvert récemment que je paye l'électricité pour tout le monde C'est dans ça. la résidence. C'est-à-dire que les parties communes passent dans leur appart. Enfin, j'espère. Mais les parties communes, j'ai la preuve que c'est moi qui paye toutes les Tout parties à fait. communes. Voilà. Un classique Voilà. également, la dérivation d'énergie, qui en même a un triple intérêt, c'est-à-dire de vous paupériser financièrement, bien entendu, de vous signaler qu'on peut faire à peu près n'importe quoi avec n'importe qui, impunément. Et en plus, il y a un aspect particulièrement sadique, c'est de dire c'est vous payez vous-même votre propre torture. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc, j'ai fini. Voilà. Mais je me répète donc, je suis très heureux de terminer cette série d'émissions. Il faut bien un jour que cela se termine, même si le phénomène, lui, s'amplifie sur toute la société. Là, je suis attaqué. Mais je vais essayer de retrouver mes idées. Je suis heureux de terminer ça avec vous, une personne intelligente, sensible, sensée, contrairement à ce que on veut laisser croire. Et je pense que votre personne est emblématique de tous ceux qui ont eu le courage de témoigner chez moi. Je sais qu'il y a eu un certain nombre d'individus qui étaient du côté d'en face, volontairement ou involontairement. Il y a même eu plusieurs mythomanes. C'est inévitable dans ce genre d'exercice, donc on ne vienne pas prendre l'un ou l'autre pour dézinguer toute la série qui est quand même, me semble-t-il, du côté francophone assez unique et j'espère qu'elle ne le restera pas. Il y a des gens comme Habib et son site Psychotronique, il y a Régis Maillot, il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus et c'est très bien. Donc, je remercie aussi les personnes qui m'ont donné la parole, comme Anne Lallemand, comme Cécile Maïchac, comme Nadine Touzeau. Et aussi sur TVRDP, Lise Philippe et Jackie Cassou. Voilà, donc j'oublie pas non plus Mika qui m'a très gentiment envoyé une chanson à ma gloire, ce qui est touchant, bien que péché d'orgueil, comme vous savez. Euh, Ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché, au sens propre, puisque grâce à ces émissions, je suis devenu moi-même un individu ciblé. J'ai donc l'honneur d'être avec vous, même si je suis un peu en dehors de vous. Et pour terminer de chez terminé, je voudrais remercier mon épouse, Anne, qui a beaucoup souffert de ce que je fais, de ce que j'ai fait, et des conséquences que cela a pour moi et donc pour elle. Je la remercie encore une fois du fond du cœur.
de me permettre de ce que Jean-Jacques Rousseau appelait pouvoir accomplir sa destinée. À mon âge, la question n'est pas de savoir si on va vivre plus longtemps, mais si au moment de mourir, on peut se retourner sur soi-même en se disant, ben, après tout, tu as été un honnête homme et j'espère que ce sera le cas. Voilà, Natacha, encore merci à vous, merci à tous et que le ciel vous vienne en aide. Voilà. Et mais merci à vous, docteur, pour tout ce que vous avez fait. Sans vous, j'aurais jamais eu la connaissance de tout ça. Je suis tombée sur votre chaîne YouTube par hasard. Je cherchais des réponses et c'est là que j'ai trouvé quelques réponses. Voilà. Et si vous voulez, pour les autres ciblés, je peux vous envoyer ce dessin, ce fameux dessin de protection. Euh, voilà, On je le, peux le faire. on le mettra d'ailleurs peut-être en vignette sur l'émission qui sera placée comme d'habitude sur, je le rappelle, YouTube, TVS 24, Odyssée et Crowdbunker. Voilà. Mm. Merci Voilà, encore. merci Merci à à vous vous et tous. courage. Merci. Courage Merci à à vous tous. aussi. Surtout. Merci. Courage. Au revoir à tous. Au revoir.